Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle manifestation du cercle WB, winebusiness.club. Notre conférence du jour est parrainée par Petal Group et elle a pour thème crypto-monnaie et investissement, quels sont les grands enjeux? Pour en débattre, comme chaque mois, 3 des plus grands experts mondiaux encore vivants et en pleine forme. J'ai cité Babacar Ensek, Benoît Chervalier, Marcel Turbo. Mais pour l'instant, nous retrouvons avec beaucoup de plaisir Babacar Ensek, le président de Petal Group. Bonsoir Alain, merci beaucoup pour cette opportunité. Alors, Petal Group, c'est un groupe financier français qui a des ambitions européennes et que j'ai fondé il y a 4 ans et qui développe en ce moment le premier crypto-monnaie français en respectant tous les standards que l'économie a développés depuis plusieurs centaines d'années, c'est-à-dire en respectant ce qu'on appelle les fondamentaux. Donc, sur mon parcours, moi je suis ingénieur de formation. Nul n'est parfait. Voilà, nul n'est parfait. J'ai fait un bref passage chez Airbus auparavant. Ensuite, j'ai été sur l'aviation pour faire de la cryptographie pour les avions Rafale, donc avec les avions d'affaires aussi pour protéger la communication des hommes d'affaires, y compris le groupe Total. Et aujourd'hui, je mets à disposition les compétences techniques pour mon groupe avec une belle équipe que j'ai pu monter autour de moi. Crypto-monnaie et investissement, les grands enjeux, Babacar. Comment peut-on proposer la problématique? Alors, les crypto-monnaies, c'est fascinant parce que ça rappelle aujourd'hui un peu ce qu'on appelait la collection des timbres à l'époque qui prenaient de la valeur parce qu'on les conservait. Et malheureusement, quand ça tourne court, ça tourne au vinaigre puisque les gens perdent de l'argent réel. Donc, c'est une vraie économie qui est en train d'être mise en place. Il y a les fondamentaux, il y a des équipes qui font du trading dessus. C'est une nouvelle économie. Il y a beaucoup de projets. C'est une économie de plusieurs milliards de dollars, voire trilliards. Et les fondamentaux, il faut connaître pour investir dessus. C'est un formidable outil pour de l'investissement, mais il faut aussi être bien averti pour investir. La construction de Petal Group, Babacar, on en est où aujourd'hui? C'est quoi l'ambition et sur quoi tu vas asseoir ces investissements? Alors aujourd'hui, nous sommes une quarantaine de collaborateurs, d'advisors. Nous avons investi quelques millions d'euros pour asseoir un peu les infrastructures que nous avons développées depuis le lancement. L'ambition, c'est d'être un leader français, donc ça c'est sûr, avec l'advisory board que nous avons annoncé ce matin, qui est présidé par le professeur Christian Boissier. Pour ceux qui le connaissent, Christian, c'est le père fondateur de l'euro. C'est lui qui a écrit pratiquement le white paper de l'euro, il y a quelques années. C'est aussi un professeur très reconnu dans sa profession, puisqu'il a été régulateur auprès de l'AMF. Donc on a une très belle équipe d'advisory board, nous avons une belle équipe technique, et sur le produit lui-même, nous sommes en train de sortir une belle expérience d'investissement que les Français n'ont jamais vue jusqu'à présent, voire même les Européens. Alors c'est quoi? Alors c'est une application qui permet en quelques clics d'investir sur n'importe quelle classe d'assets. Ça peut être un investissement sur l'agriculture, par exemple ce que nous faisons avec nos amis de Turbo Sénégal. Nous sommes la première plateforme qui donne la possibilité d'investir dans le blé français. Donc pour aussi au sens propre. Au sens propre du terme, absolument, tout à fait. Donc nous donnons aussi la possibilité d'investir sur des œuvres d'art. Donc on offre la possibilité d'avoir l'expérience de posséder une œuvre d'art, ne serait-ce qu'un morceau de l'œuvre. Donc on fait de la copropriété sur des assets classes assez exceptionnels. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on opère des fonds d'investissement qui permettent d'aller investir au fin fond du monde, dans des endroits où nous pouvons aller chercher de la performance, puisque la transformation agricole permet de capturer de la valeur. Et ces valeurs, on investit, par exemple en Côte d'Ivoire, au Brésil, et puis les rendements, on les rapatrie en France pour les redistribuer à nos propriétaires de tokens, finalement, qui sont en quelque sorte comme des actionnaires. Voilà. Quand on parle de crypto-monnaie, il y en a beaucoup qui ont très peur, beaucoup qui sont intrigués.
Oui. La vérité, c'est quoi? C'est entre les deux? Alors, c'est la technologie qui fait peur, puisque aujourd'hui, il faut être pratiquement initié pour pouvoir manipuler la crypto-monnaie. Il faut faire des bidouillages techniques, gérer sa clé, pouvoir comprendre. C'est comme si on vous disait votre action ou vos obligations, il faut les cacher sous le matelas, mais il faut vous rappeler de la pièce, des codes. C'est très compliqué pour protéger ces assets. Donc la crypto-monnaie fait peur parce que, évidemment, ça fluctue beaucoup. Ça fascine parce que ça apporte beaucoup de rendement quand le marché est haussier. Donc Petal, à la différence de ces crypto-monnaies qui vont être fluctuantes, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur l'économie réelle et qui permet de capturer la valeur réelle du marché et de le répertorier sur les assets classes que nous listons. Donc en quelque sorte, c'est comme si nous offrons la possibilité aux clients d'investir sans risque en utilisant une application qui leur donne l'impression de prendre un Uber. Vous voyez, c'est très simple dans l'expérience, tous les risques maîtrisés et derrière les performances que nos machines vont aller chercher avec nos investisseurs aussi. Alors, investisseurs, vous avez tout aujourd'hui, c'est quoi l'ambition? Alors, l'ambition, c'est de partir conquérir le marché européen, d'être un des leaders de ce nouveau marché qu'on appelle la tokenisation des assets. C'est un mot un peu barbare qui veut dire le partage de l'asset. Aujourd'hui, la notion de propriété, c'est posséder une chose en nom propre, de façon indivisible. Demain, il faut imaginer un monde où la plupart des jeunes, même des personnes qui sont initiées sur les plateformes, vont accepter de partager des assets ensemble. Donc c'est cette communauté que nous sommes en train de construire. D'ailleurs, on trouve des passionnés d'œuvres d'art qui ont découvert le blé sur nos plateformes, qui nous disent, tiens, si j'investissais dans le blé pour faire de la souveraineté, parce que finalement, investir dans le blé français, c'est protéger notre économie, et puis je gagne de l'argent au passage. Ce qui est pas si mal. Ce qui est possible. Et donc, Christian Doission, on en parlait, qui est un peu le parrain et l'égérie de ta société, enfin du groupe. Oui. Il y a également d'autres personnalités reconnues qui t'apportent leur soutien. Absolument, nous avons le réseau Choiseul avec Pascal Laureau qui est membre de nos stratégies de board également. Pascal, c'est l'inventeur en France de ce qu'on appelle la géoéconomie. C'est quand on met à disposition l'économie sur la géopolitique. Donc Pascal, qui est fondateur de cet institut, a vu un intérêt très particulier sur Petal, donc a décidé de m'accompagner, d'accompagner le groupe dans le développement à l'international. Donc nous avons parmi les investisseurs des Choiseliens, c'est-à-dire des personnes issues de l'écosystème de Choiseul. Nous avons Angélique Gérard qui a succédé au président Emmanuel Macron juste un an après qu'il a été lui-même tête de ce classement. Et puis nous avons des personnes formidables comme la CEO de Zurich Assurance, Florence Tondu, qui elle a une parfaite connaissance de tout ce qui est risque. Voilà, sans oublier Kevin Polizzi qui développe les data centers, qui protège un peu les données de l'Élysée, des grandes banques françaises aussi. Donc, qui s'appelle Jaguar Network, un groupe qu'il a lui-même fondé. Donc on a une belle synergie avec tout ce groupe de personnes et nous avons également des ingénieurs de peu partout qui veulent rejoindre ce projet très fantastique. Et on peut investir chez toi, c'est-à-dire qu'on peut devenir actionnaire, partenaire, être plus proche encore du projet? Absolument. Alors il y a 3 possibilités aujourd'hui. Nous avons fermé notre capital pour l'instant parce que nous l'avons réservé aux fondateurs et aux équipes qui sont actuellement qui travaillent avec moi. Mais nous avons laissé la possibilité de faire une série A dans laquelle nous allons amener quelques banques françaises qui nous accompagnent pour apporter de la liquidité sur nos plateformes. Et ensuite, nous allons, ce que les Américains appellent sprinter, pour aller très vite créer de la valeur et ne pas faire plusieurs séries qui sont finalement pas forcément utiles dans notre métier. Sinon, l'autre possibilité de bénéficier de ce projet, c'est d'acheter le token Petal, qui est un token qui sortira, on va dire, au mois d'octobre. Il est déjà disponible en pré-réservation. Il faut savoir qu'une Petal, c'est égal à 1 euro. C'est une convertibilité parfaite pour ceux qui ont connu le franc et le mark.
ça ne bouge pas, c'est stable. Donc, il n'y a pas à avoir peur. Et l'investissement dans le pétale permet de participer à ces pools d'investissement qui partent financer l'économie. Donc, c'est comme si nous avions à disposition des outils d'investissement qui sont très sourcés. Et puis le fait d'acheter le pétale vous permet de faire ce qu'on appelle la finance dirigée. Vous dites, moi je suis sensible à l'économie verte, ben, je vais investir dans le blé. Moi je suis sensible à la technologie, j'investis dans le fonds capital développement digital de pétale. Donc on laisse la possibilité aux investisseurs non seulement de gagner des revenus sur le pétale, mais de choisir comment ils les gagnent. C'est la première fois qu'on voit, qu'on appelle la notion, c'est ce que nous on appelle la monnaie programmable. On programme son économie vers des choix qu'on souhaite. Alors, programmable, oui, mais aussi parfois extrêmement volatile, non? Alors, dans le marché des crypto-monnaies en général, oui, c'est très volatile, mais sur Pétale, nous avons développé le token de façon très très solide et ancré à l'économie réelle. Alors, du fait que nous avons limité le nombre de ce qu'on appelle le supply, c'est la quantité de pétales maximum qui est en circulation, qui est de 33 milliards d'euros, fait que... Il y a 33 milliards d'euros de pétales. Absolument, il y a 33 milliards d'euros de pétales. Et une fois distribué, il n'y en aura plus. Après, on peut imaginer qu'il y ait des phénomènes de spéculation, comme on l'a connu sur le Bitcoin, avec des gens qui seraient prêts, des clients qui seraient prêts à se l'échanger avec des premiums. Donc, il va y avoir certainement un second marché. Une fois que tout le supply est distribué, ça va devenir un club d'investisseurs ultra VIP avec les détenteurs du token qui pourront acheter les assets classes qui sont dans les plateformes. Je rappelle, ce sont des assets très sélectionnés, très rentables, mais aussi très porteurs en termes de valeur. De valeur, quoi. Merci à Babacar, on va te retrouver tout à l'heure pour la partie questions-réponses. Benoît, donc Benoît, tu as le sale rose de la soirée, hein, t'es banquier d'affaires. T'es un ancien Rothschild, maintenant t'es tout bronzé parce que t'habites dans le sud, c'est ça? Oui. Oui. Et donc là, ta boutique, tu l'as créée quand? Oui, donc Road to Fund Advisory, en effet, a été créé il y a près de 7 ans maintenant. Oui. On a réalisé une quarantaine de mandats, 16 milliards de dollars de transactions, essentiellement en termes de restructuration de dettes et de financement M&A et financement de projets ciblés sur le continent africain, qui est le continent sur lequel j'opère depuis près de 20 ans. Alors justement, parle un peu de ce continent africain et puis de ta vision des crypto-monnaies, du projet également de Babacar. Si tu me permets, j'ai une petite casquette qui me permettra d'être libre à l'égard de mon ami Babacar. C'est très pratique, surtout pour écrire des tribunes, c'est-à-dire que j'enseigne à Sciences Po et à l'ESSEC. Et donc, je vais prendre ce regard aussi un petit peu critique. Je dirais que pour commencer, ce qui est troublant, c'est que les chiffres n'ont plus de valeur. Et finalement, les crypto-monnaies illustrent assez bien ce paradoxe. À la fois à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire quand on voit l'envolée sur une courte période et à l'inverse, quand on sait par exemple que les crypto-monnaies ont perdu 1 trillion de dollars entre la fin de l'année dernière et maintenant. Donc, et c'est justement ces valeurs qui donnent un petit peu le tournis parce qu'on se dit soit c'est une martingale, soit à l'inverse, il y a un loup. Et c'est cette difficulté justement de bien appréhender, et ça renvoie à la professionnalisation justement de ce métier pour comprendre justement ces paradoxes. Alors, ce site des paradoxes, je vais commencer peut-être par donner 2 exemples. Donc le premier, je viens de le mentionner. Le deuxième, c'est que d'une part, on attend des crypto-monnaies et à travers elles la blockchain plus de transparence. Et d'un autre côté, on voit que les 2 pays, je vais d'abord me situer d'un point de vue souverain, les 2 pays qui ont adopté comme monnaie légale une crypto-monnaie, c'est El Salvador et la République centrafricaine. Des pays stables. Qui, voilà, on ne peut pas dire que c'est les 2 pays, par définition, ni les plus transparents, ni les plus stables. Et donc ça fait partie de ce paradoxe-là.
D'ailleurs, sur ces deux pays, le Fonds monétaire international, sans grande surprise, a émis non seulement des réserves, mais même les a, j'allais dire, quasi obligés de revenir sur leurs engagements. Bon, l'actualité, ça remonte à pas plus tard qu'hier, donc on est vraiment au cœur de l'actualité. La République centrafricaine, justement, a annoncé que le 3 juillet prochain, donc la semaine prochaine, le Sango Coin, donc la monnaie numérique centrafricaine, donc Bangui, allait être lancée. Donc on voit bien qu'on est dans une période extrêmement particulière où ces notions de paradoxe, j'allais dire, vont être de plus en plus prégnantes. Alors, le deuxième point, c'est dans un monde où les dettes se sont énormément creusées, où le service de la dette, donc le remboursement des intérêts d'emprunt, a explosé, et en particulier dans les pays émergents. Là aussi, pour donner un petit chiffre, le service de la dette pour les pays émergents, en début d'année, ça représentait, juste au niveau des intérêts, 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire elle a augmenté de 3,5 fois en l'espace de 10 ans. Il y a eu un effet de ciseau entre les économies matures et les économies émergentes, où les économies matures aujourd'hui remboursent exactement le même montant, alors qu'elles sont 3,5 fois moins endettées en termes de dette sur PIB que les économies matures. Donc, ça veut dire que, est-ce que les crypto-monnaies sont finalement une forme d'alternative, de source alternative de financement, à un moment où, concrètement, l'argent va être de plus en plus cher, où les niveaux de dette vont être de plus en plus élevés, et en même temps, les besoins vont être de plus en plus importants, que ce soit d'ailleurs pour les pays matures, question de réindustrialisation, de souveraineté, de réarmement, de reconstruction de l'Ukraine, des souverainetés, on va en parler, qu'elles soient alimentaires, énergétiques, industrielles, et évidemment des émergents. Donc, deuxième paradoxe. Enfin, troisième paradoxe, à mon sens, il y a vraiment un monde pré-24 février et post-24 février. C'est-à-dire, la guerre en Ukraine a, on va dire, généré un changement très profond de trajectoire par rapport à ce que la crise sanitaire pouvait laisser penser en 2020-2021. Je ne vais pas rappeler les montants des bitcoins qui ont été générés, mais une guerre, historiquement parlant, quand on prend un petit peu de recul, encore une fois, c'est la notion des paradoxes que j'évoquais précédemment, c'est le retour des actifs tangibles. Quand il y a une guerre, on veut du sonnant trébuchant, on veut de l'or, on veut détenir quelque chose, parce que dans une hypothèse évidemment apocalyptique, ou en tout cas d'effondrement, s'il y a une seule chose que l'on peut avoir, c'est justement une détention physique. Donc, d'une part, il y a, j'allais dire, un retour des actifs tangibles et du matériel. On voit que les prix de l'immobilier, en dépit du retour du retour de l'inflation, de l'augmentation des taux d'intérêt, se maintiennent à un niveau élevé. On voit que la demande en métaux précieux est également extrêmement importante. On voit que, en effet, la crypto-monnaie phare qu'est le Bitcoin a fortement régressé, été divisé par plus de 3 par rapport à son point haut de novembre 2021. Donc si, pour reprendre une terminologie connue, free lunch is over. Donc le déjeuner gratuit est terminé, c'est-à-dire que l'argent, la liquidité, l'abondance des liquidités qui existaient, qui faisaient que finalement, peu importe sur quoi on investissait, comme tout augmentait, voilà, fallait pas être bon, fallait simplement monter dans le train. Et là, la difficulté d'aujourd'hui, c'est que finalement, ça va assainir le marché. C'est-à-dire qu'on va écarter justement ce phénomène, j'allais dire moutonnier, où
ou le phénomène de mimétisme qui avait généré aussi une forme de bulle, donc il y a un correctif, et d'ailleurs là aussi quand on regarde l'histoire, c'est toujours intéressant de regarder un petit peu l'histoire, en venant pour cette conférence, je me suis tu as réouvert un livre d'histoire. Voilà, j'ai refeuilleté l'un des chapitres de l'histoire de la Banque de France. Voilà. Et qui, je la cite, enfin je cite le point, marquait les billets de banque comme une innovation financière majeure. Par rapport à, c'est le terme qui est utilisé, hein, innovation financière majeure, par rapport aux pièces d'argent et d'or qui existaient en circulation. Je rappelle que les billets de banque sont apparus en Europe au XVIIIe siècle, et ce n'est qu'à la fin de la Première Guerre mondiale que les billets de banque ont été reconnus comme cours légal. Donc on voit bien que, et ça sera là mon élément de première conclusion, c'est que nous sommes à une forme de croisée des chemins entre une innovation financière clairement qui est l'avenir, mais une innovation financière qui a un besoin d'assainissement, c'est exactement ce que Babacar a d'ailleurs mentionné, et où la guerre, là aussi, historiquement parlant, constitue toujours des moments de rupture et de fortes accélérations. Et sans faire de parallélisme peut-être un peu trop rapide ou un peu trop simple, encore une fois, si je fais ce parallélisme avec cette innovation financière majeure qui était les billets de banque au début du XXe siècle, on peut estimer que nous sommes à l'aune de cette deuxième rupture, mais qui ne va pas nécessairement se traduire comme on l'a pu le voir ces tout derniers mois à travers cette hausse un peu mécanique du Bitcoin. Merci Benoît. Marcel, alors Turbo Céréales, qu'est-ce que c'est que ça? Turbo Céréales, c'est une société coopérative d'intérêt collectif qui est basée en France et bientôt en Europe. Sa mission, c'est de répondre à la problématique de trésorerie des agriculteurs. On sait que l'agriculture nourrit la planète, nourrit les humains. On sait que malgré tout, parler avec les journaux, c'est que les agriculteurs n'ont pas la trésorerie nécessaire pour financer leur cycle d'exploitation. C'est-à-dire qu'avant de toucher leur premier euro, ils doivent dépenser eux-mêmes automatiquement leurs semences, payer leur fermage, payer leurs tracteurs et autres. Et éventuellement se payer aussi. Et donc, bilan, ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur le cycle d'un an, certaines personnes en profitent et l'agriculteur, au final, perd une vingtaine de pourcents de revenus. Donc, toi, comment tu t'es logé dessus? Alors, donc, nous, historiquement, moi, je suis négociant agricole, donc on est 350, c'est un peu comme un médecin, comme un assureur. Et donc, avec ces agréments, on a la possibilité d'acheter la récolte des agriculteurs jusqu'à 5 récoltes à l'avance, et éventuellement leur mettre à disposition la trésorerie. Donc, Turbo Céréales, c'est d'abord un fonds de liquidité qui va être alimenté par le fonds Pétale. Et avec ce fonds de liquidité, on va permettre de préfinancer justement ce cycle de production des agriculteurs. Et aujourd'hui, tu as 5 millions à peu près et tu vas grandir grâce à Pétale, c'est ça? Tout à fait. Aujourd'hui, on a mis en place la preuve de concept depuis déjà 5 ans maintenant, donc avec 5-6 millions d'euros. Et là, on va passer maintenant à la phase vraiment grande distribution sur le terrain pour 2-3 000 agriculteurs, avec les 100 premiers millions de Pétale. Et voilà, et après les banques, on espère bien que les banques vont nous rejoindre aussi pour alimenter, pour pouvoir répondre à la demande. On est une offre à la fois alternative et complémentaire des offres actuelles. Et ton terrain de jeu, c'est la France, c'est l'Europe, c'est le monde entier, c'est l'univers? Premier temps, la France historiquement, France Benelux. À terme, on prévoit se développer sur l'Italie, sur l'Espagne, et la Hollande aussi. Et toute cette problématique de guerre en Ukraine, de pénurie de céréales, c'est quelque chose qui est porteur pour ton projet, ou au contraire, c'est quelque chose qui amène une petite défiance? Non, c'est porteur, ça permet de prendre conscience de l'intérêt des céréales. On parle d'immobilier tout à l'heure, on a vu les villes détruites, donc l'immobilier tout est perdu. Les céréales, malgré tout, on va quand même réussir à récolter 70-80% de céréales en Ukraine. Donc, au final, c'est un produit qu'on a besoin et ça met en avant qu'il y a une alternative à l'immobilier. Donc, investir dans la céréale, c'est bien pour la planète, c'est bien pour tous.
Et pour un paysan, avec le bon sens paysan à la terre, un peu comme on trouve au Crotoy, Muriel, est-ce que lui, il va être rassuré par la crypto-monnaie? Parce qu'il se part en courant en tant qu'agriculteur, non? L'agriculteur, déjà, il faut établir la confiance aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de confiance dans l'agricole et la finance. Donc nous, notre objectif, c'est d'être le tiers de confiance. Donc on utilise la blockchain aussi pour ce côté tiers de confiance. On ne lui parle pas forcément de crypto, on va lui parler directement de cash. On va lui mettre à disposition du cash sur un compte, son compte chez nous. Et donc, bilan, la crypto, il va l'adopter. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est récupérer du revenu, pouvoir payer ses fournisseurs instantanément et tout de suite. Ce qu'il ne fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il a 6 mois de retard. Il va pouvoir aussi... Donc tu résous un vrai problème, c'est quelque part c'est de la facturage intelligent, c'est ça? C'est par la facturage intelligent, c'est la gestion aussi de la transparence, la gestion de la donnée, comme les citoyens, on s'aperçoit avec le Covid, qui veulent de la transparence. Donc nous, en achetant la récolte des semis, on va récupérer toute la donnée, on va la travailler et on va la mettre à disposition aussi des boulangers au fond de la chaîne. Alors, ce qui concerne les crypto-monnaies, la réglementation est en cours de formulation. L'Union européenne s'est emparée du sujet depuis 3 ans pour essayer de standardiser dans tous les pays, de sorte que l'Europe réponde d'une seule façon à ce phénomène technologique aussi et financier. Donc, il y a un cadre juridique qui s'appelle le MiCA, c'est en fait le cadre sur lequel tous les crypto-monnaies devraient opérer, qui est en cours d'adoption. Et donc l'Union européenne a validé un cadre pilote qui permet aux projets de se développer et pour éviter que des projets européens, américains viennent s'implanter comme fut le cas pour Uber ou bien Netflix ou tout simplement... Que le référent ne soit pas forcément américain. Absolument, voilà, c'est pas forcément américain, qu'il y ait des géants numériques européens qui se construisent dans ce cadre. Alors le cadre est très simple. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un investisseur est libre. Il peut investir sur ce qu'il veut, mais il faut qu'il comprenne les risques et les opportunités. Et il faut que ce soit bien expliqué, que ce soit très clair. Il faut que ce soit transparent. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les projets blockchain où vous avez souvent des projets qui sont montés dans les juridictions en Europe, européen, avec des gouvernances qui ne sont pas des personnes physiques. Et à la fin, ça tombe sur soit des Ponzi ou soit sur des projets non ficelés juridiquement. Donc, PETAL, c'est ce qu'on a voulu éviter. La raison pour laquelle nous avons ramené 2 grands projets, 2 grands réseaux économiques de France, les plus puissants, pour ne pas dire les plus influents, le Cercle des économistes, et qui conseille le Premier ministre depuis des années, et le réseau Choiseul, c'est pour avoir un encadrement très fort sur le métier. Je laisse Benoît, les banquiers, c'est quand même pas les champions du monde de la sécurité, c'est un peu frileux parfois le banquier. Hein. C'est quelque chose de sympa mais qui n'a pas de cadre juridique. Enfin, tu dois partir pour en courant si tu es champion du monde sans l'être, non? Alors, moi déjà, j'ai la chance de ne pas prendre mon argent, mais plutôt ceux des autres. Donc, c'est encore... Oui, alors ça, c'est pas forcément très rassurant pour les banquiers. Vas-y, continue. Mais précisément, c'est ce qui explique justement que l'encadrement et l'orthodoxie en réalité sont clés. Je ferai non pas une différence, mais un angle un petit peu différent. Il y a 2 sujets. Il y a un sujet que Babacar vient d'évoquer très clair, qui est celui, on va dire, des règles prudentielles apportées à la sécurisation de tout investisseur. Donc en effet, en tenant les risques et les opportunités liées à chaque classe d'actifs. Donc ça, on est très bien, et je suis assez confiant sur le fait que, en effet, la réglementation, on va dire, va aller dans ce sens-là et va accompagner le développement des crypto-monnaies. Il y a un deuxième sujet qui, en revanche, là, me semble plus complexe, qui est celui par lequel j'avais commencé, qui est celui des États et le financement des États. Et là, on bascule plus sur les banques centrales. Et pour le coup, les banques centrales sont quand même tout sauf, pour la plupart, elles sont plutôt faucons que colombes. Et donc, quand on parle d'innovation, déjà parce que c'est susceptible de remettre en cause leur propre mandat et leur propre existence. Donc ça, c'est plus difficile. Et sur l'élément de transparence qu'on évoquait, c'est comment on allie la transparence au contrôle.
Et là, on a encore un petit peu de chemin à faire pour justement concilier ces deux éléments. Et ce qui va être intéressant, c'est comment finalement le micro va peut-être pouvoir influer le macro. Alors qu'en général, évidemment, c'est plutôt l'inverse. Marcel, ton sentiment, c'est bien au départ quand même de se dire, essayons que l'Europe soit à égalité avec d'autres pays, notamment les États-Unis, sur ce nouvel élan quelque part. Oui, par rapport à la crypto, oui, nous on peut fonctionner sans la crypto, mais c'est vrai que la crypto serait un avantage de pouvoir relier directement le token à nos céréales. Ça permet vraiment de créer à la fois de la sécurité aussi pour l'épargnant, et à la fois ça rend un truc utile. Oui, c'est utile. Parce que jusqu'à là, les avis banquiers ont du mal à suivre, c'est ça? Aujourd'hui, les banquiers regardent les fonds propres, ils vous donnent 1-2 fois. Donc aujourd'hui, avec 5 millions, vous levez 10 millions, sachant que sur un marché, un agriculteur, c'est 60 à 100 000 euros de besoin de financement. Donc, on est loin du compte. Voilà, on est loin du compte et on a du mal à les convaincre. Donc, il faut passer par des fonds innovants comme Pétale pour pouvoir les amener un peu derrière, se dire bon, peut-être qu'on va y aller. Finalement, il faut y aller aussi comme ça. Alors, la crypto-monnaie est utilisée comme instrument pour lever des fonds, pour les mettre à disposition de l'agriculture. Donc, l'agriculture a besoin de financement aujourd'hui, c'est de besoin de liquidité pour faire tourner les machines, acheter de l'engrais, payer les assureurs. Et pour ça, ils se tournent auprès des banques. Et les banques, aujourd'hui, les mécanismes qu'ils ont, c'est des garanties à apporter. Et puis au mieux, ils vous donnent du x2. Si vous avez 5 millions d'euros, ils vous donnent 5, ça fait 10 pour vous allez exploiter vos terres. Marcel connaît très bien, il exploite ses propres terres à Saint-Quentin, 20 hectares qu'il exploite depuis des années. C'est quoi, en céréales aussi? Céréales, oui. Combien cette année, ça va, les bonnes récoltes? C'est correct. Non, mais il y a des sacs, donc... c'est rare. Pour les vignerons, c'est chaque année le millésime de l'année, et pour les autres, c'est compliqué, c'est dur. Hein. Ouais. Quand on dit que c'est compliqué, c'est que en général ça marche. Donc, commentaire peut-être, non? Donc, la crypto-monnaie, il faut le voir comme un outil pour juste cristalliser des investissements qui vont être déportés chez les agriculteurs. Et que c'est possible grâce à 2 technologies qui sont arrivées très récemment. La première, c'est la blockchain, qui est fantastique. C'est une innovation qui permet à chacun de pouvoir déposer ses liquidités, d'obtenir une clé numérique qui vous permet de surveiller vos liquidités. Vous avez le coffre-fort, personne ne peut vous l'enlever. C'est la technologie, c'est les mathématiques. C'est chiffré, c'est sur un registre. Vous en possédez les clés et puis vous venez voir à tout moment votre investissement quand vous le souhaitez. Et puis vous faites vos arbitrages quand vous le souhaitez aussi. Et donc, c'est ça la première technologie. La deuxième, c'est l'intelligence artificielle. Avant, pour faire ce que nous faisions, on a fait des simulations et il fallait à peu près 450 personnes formées, des analystes financiers, pour prendre tous les différents marchés, tous nos investissements, tous les besoins de nos investisseurs, agréger tout le monde, faire des modèles de risque ultra compliqués, pondre les mathématiques qui vont bien, et ensuite à la fin pour décider de dire non, c'est pas possible, on ne peut pas le faire, parce qu'au moment où on propose ces produits financiers, ben, ils ne sont plus du tout compétitifs. Voilà, c'est ce que font les back-office des banques aujourd'hui, à la Société Générale, enfin je ne peux pas citer de nom de banque, mais la plupart des grosses banques qui investissent comme nous ont des centaines de personnes qui font ce qu'on appelle du risk assessment, analyse de risque, du risk modeling, la modélisation de risque. C'est des gens qui n'aiment pas perdre de l'argent et je vous assure que ce n'est pas facile comme métier de modéliser les risques. Donc l'intelligence artificielle permet aujourd'hui d'automatiser tout ça et de sortir des modèles d'analyse avec des machines ultra sophistiquées que nous avons développées et qui nous permettent de décider où aller au bon moment. La deuxième technologie, c'est la blockchain, c'est-à-dire la transparence, c'est votre wallet. C'est ce qui a fait le succès du Bitcoin. Vous avez votre wallet, vous investissez, vous avez la structure de vos investissements, c'est transparent. Les autorités fiscales
fiscales ont une vue dessus, pour ceux qui n'ont pas de problème avec. Vous avez les banques qui ont une vue dessus, vous avez vous-même avec votre communauté. Et c'est cette transparence qui fait le succès des plateformes comme Pétale, comme vous avez expliqué tout à l'heure. C'est un monde où c'est transparent, mais vous pouvez décider d'être totalement en privé. Le côté privacy, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en option, et puis vous rentrez sous le radar, et puis vous gérez vos affaires. Donc c'est comme si on vous disait qu'on est en train d'inventer l'Internet. C'est comme si 20 ans en avant, j'essayais de vous expliquer ce que c'est qu'un smartphone, et que vous me disiez, oui, mais c'est quoi un smartphone? Je ne comprends pas. Et je vous explique que c'est un écran avec des touches, vous pouvez faire des applications. Et à chaque fois qu'on vous donne une application, un nouveau mot, c'est compliqué. Là, c'est la même chose, c'est un nouveau paradigme. La monnaie va devenir virtuelle. Un nouveau monde. C'est un nouveau monde. Voilà. Marcel, une autre explication peut-être. D'abord, pourquoi tu allais voir Babacar? C'est parce que, franchement, tu aurais peut-être trouvé difficilement d'autres sources de financement, c'est ça? Exactement. Bon, voilà, donc c'est par défaut, et en fait, tu t'es dit c'est un super projet. Exactement, ça permet aussi, nous on travaille sur la blockchain aussi depuis plusieurs années, pour la traçabilité, c'est-à-dire qu'on veut apporter à l'investisseur, prouver que l'argent a servi à acheter tel type de céréales dans tel type de région, qu'il y a l'agriculteur, il a des bonnes pratiques dans les valeurs environnementales. Donc on va alimenter ce token de traçabilité qu'on a, et ça va permettre à la fin de pouvoir, à Babacar, dire à ses investisseurs, regardez, 1 euro investi a permis d'économiser 1,6 kg de carbone. Bon, le carbone aujourd'hui est à 40 € la tonne, donc c'est pas intéressant, mais quand il sera à 300, 400 €, 500 €, ça commencerait à être intéressant à la fois pour l'agriculteur et pour l'investisseur. Donc Babacar, il y a du concret, il y a des céréales, on peut avoir aussi des murs de l'hôtel par exemple, enfin, voilà, on est sur des choses qu'on comprend. Quoi. Absolument. Si on prend 2 minutes pour se poser un peu, je pense que c'est un sujet qui est absolument fondamental et qui nous amène à poser aussi des questions, j'allais dire, de nature philosophique et juridique. Pour répondre à la question, je vais prendre celui de l'intelligence artificielle et en particulier des voitures Tesla. Pas forcément Tesla, mais en tout cas des voitures autonomes. Donc la question immédiate qui se pose derrière, en matière d'assurance, c'est qui est responsable? Et on sait bien que, évidemment, c'est pas la voiture, ça va être l'être humain qui va effectuer des choix, et les choix qui peuvent être contestables éthiquement parlant, ou qui peuvent être en tout cas variables en fonction des êtres humains, en fonction des sociétés, en fonction des croyances. Est-ce qu'on préfère écraser la vache, l'enfant ou le vieillard? Je suis provoquant exprès, mais c'est évidemment des questions qui sont extraordinairement complexes à aborder. Et donc, derrière les chiffres, en réalité, on revient à cette notion du droit des personnes et du droit des biens, qui constitue le socle juridique de nos sociétés. La difficulté aujourd'hui, justement, c'est qu'on crée une forme de confusion entre ce droit des personnes et ce droit des biens en créant un droit tiers dont on n'a pas exactement bien défini le périmètre aujourd'hui. Donc c'est ce volet disruptif, et ce volet disruptif, on le connaît dans d'autres applications, donc le fameux leapfrog, où on passe justement, on saute une étape technologique, qui fait que l'absence d'acteurs en place, à la fois, évidemment, elle remet en cause l'ordre établi, donc il y a déjà un phénomène, j'allais dire, humain, qui est de protection par rapport à des acteurs, des structures, des organismes qui vont être éjectés du nouveau système. Donc là, il y a un réflexe, on va dire, quasi statutaire. Un autre volet qui est justement cette notion d'absence de tiers aujourd'hui, qui arrive à définir la réorganisation, faisant que justement, je parlais de monde de paradoxe au départ, je pense que ça, encore une fois, ça l'illustre assez bien, montrant que nous sommes dans cette période de transition où nous n'avons pas encore complètement établi, c'est-à-dire que je ne crois pas non plus que la finalité soit une absence totale, ça sera pas la forme que nous connaissons aujourd'hui par rapport à ce tiers, mais ce n'est pas nécessairement un lien direct
mais sans responsabilité et sans redevabilité, qui est quand même la question fondamentale derrière, et qui renvoie encore une fois à cette question du droit des biens et des personnes. Donc c'est un droit tiers, il y a des ouvrages d'ailleurs passionnants qui sont en train d'être écrits sur le sujet, et qui évidemment nous interpellent, nous citoyens et comment dire, acteurs économiques, agents économiques, sur ce que nous devons créer. Et je pense que c'est l'enseignement qu'on a à tirer de cette forme. Dans le monde de la crypto-monnaie, aujourd'hui, il y a un acteur, un très grand acteur qui s'appelle Ledger, qui est numéro 1 mondial sur le stockage des clés dont je parlais tout à l'heure, les coffres forts pour ouvrir justement ces clés. Donc ça, c'est très significatif comme positionnement, parce que Ledger a pu lever des centaines de millions qu'il fallait. Ils ont développé des instruments, ils sont en train de créer autour d'eux un très bel écosystème, donc fait partie Pétal d'ailleurs. Et donc ça montre bien la puissance pour la France de faire de la cryptographie. Il ne faut pas oublier, c'est pas parce que les maths sont devenus optionnels récemment que la France n'a pas été un pays de mathématiciens. C'est avec les maths qu'on arrive à stocker dans les clés USB, les clés justement qui rendent sécures. Et donc ensuite, il y a 3 catégories de fintech qui sont dans le monde de la finance digitale de demain. Donc les premières catégories, c'est ce que moi j'appelle ceux qui sont dans les paiements, comme des sociétés comme Trésor qui font les néobanques, donc qui permettent à n'importe quelle personne d'ouvrir rapidement un compte bancaire de n'importe où, de pouvoir avoir accès aux services des banques de façon plus simple. Donc toutes ces sociétés qui font du paiement, eux, ils font que le prolongement de ce qui a été fait depuis plus d'une vingtaine d'années, 30 ans. Donc ils donnent l'accès aux services de paiement, mais revisité avec le téléphone. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les sociétés qui font la digital asset management, comme Pétal, c'est-à-dire qui propose une offre de valeur qui permette de prendre l'asset des personnes et les digital assets, des œuvres d'art, de les tokeniser et ensuite de les exploiter pour sortir du rendement. Donc eux, ils fluidifient un petit peu l'économie. Donc ça, c'est des acteurs très sensibles. Donc c'est en ça que Pétal est un acteur très sensible en termes de souveraineté, puisqu'il va investir en France, il va acheter des immeubles en France, il va acheter des avions pour les tokeniser, il va investir dans du blé, qui est un produit, un asset de souveraineté. Et donc on a des acteurs qui essaient de faire un peu comme ce que nous faisons, comme un qui s'appelle Gwyn, qui n'est pas concurrent. Vous savez, dans notre monde, on n'est pas très concurrent, on se complète. On pense qu'à tout moment à un acteur, comme je disais, avec Atlantique qui est là, un de nos amis qui des fois investisseurs, des fois leveurs de fonds. Nous travaillons en connivence pour voir à quel moment on peut apporter des synergies. Voilà, donc pour l'instant, l'écosystème est très primaire, c'est-à-dire qu'il y a très peu de sociétés qui osent franchir la porte du régulateur. Moi, j'ai la chance d'avoir Christian Boissieu avec moi, un ancien patron de la régulation française, donc ça rassure psychologiquement, et puis ça donne aussi beaucoup d'exigences pour délivrer. Voilà. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui essaient de franchir la porte, mais la finance reste quand même très premium, très limitant pour les gens qui n'ont pas été initiés dans la finance de venir innover dedans. C'est pour ça que nous avons rejoint le pôle de compétitivité de finance innovation depuis début juin. Nous avons participé avec eux, nous avons organisé les Crypto Days le 1er juin avec le concours du groupe Free, qui est un des sponsors de Pétal aussi. Et donc nous avons montré qu'avec 800 personnes qui étaient présentes, que la crypto c'était un sujet pour lequel il ne fallait pas avoir de tabou. C'est une nouveauté, il faut l'accepter, il faut comprendre, il faut le saisir pour investir. À titre perso, il ne faut pas hésiter à investir. C'est aussi simple que de télécharger WhatsApp et passer un coup de fil. Pétal ne va pas être aussi simple que ça. Vous téléchargez, vous faites votre identification biométrique.
Ensuite, vous êtes onboardé, vous avez votre compte bancaire, vous avez votre compte pour avoir des pédales, et puis après vous avez les ACI que vous achetez. Et en plus, c'est transparent. En plus, c'est transparent. Et Benoît, avec ton prisme de prof, un peu de question de Muriel, c'est ce que la France et l'Europe surtout a un rôle à jouer pour être un géant demain. C'est qu'on a inventé plein de choses, le militaire c'est comme chez nous, et puis voilà, Internet c'est plus chez nous. On peut se rattraper sur la crypto, sur tous ces métiers qui paraissent peut-être bizarres aujourd'hui, mais en tout cas qui ont un réel potentiel mondial. Alors justement, je voulais conclure en reprenant un angle souverain, c'est-à-dire d'État. J'ai commencé par parler de la République centrafricaine et El Salvador, qui étaient les deux États qui ont lancé leur monnaie digitale. Encore une fois, le Santocoin qui a été annoncé hier et qui va être officialisé le 3 juillet prochain. C'est encore une fois un très bon exemple de ce caractère disruptif et leapfrog. Quand on détient déjà quelque chose de certain, le réseau bancaire, alors je parle de ce que je connais un petit peu, c'est-à-dire le question bancaire et financier africain, quand il est inexistant, vous avez finalement assez peu d'appréhension pour passer directement à cette étape qui a été la téléphonie mobile et qui expliquait pourquoi très rapidement il y a eu justement ce fameux mobile banking qui s'est développé beaucoup plus vite dans beaucoup plus de pays africains que dans n'importe quelle économie mature. Ce qui était donc exactement à l'opposé du modèle classique des années 80 dans lequel en fait c'est la théorie d'escalier, c'est-à-dire qu'il fallait atteindre un stade de développement avant de passer à l'étape suivante et puis l'étape d'après. Donc ce qui condamnait entre guillemets les économies, ce qu'on appelait à l'époque sous-développées, à avoir toujours un train de retard, puisqu'il y avait cet élément d'escalier. Aujourd'hui, on est exactement dans une démarche inverse. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par l'étape de développement précédent ou de technologie précédente pour aller à la suivante. On peut passer directement au-dessus. C'est ce qui s'est passé avec le mobile banking. Beaucoup de pays n'avaient pas l'électricité, beaucoup de pays n'avaient pas l'électricité filaire qui était la condition pour justement développer la téléphonie, mais la téléphonie mobile a permis directement d'aller au mobile banking. Et donc là, ce qui est tout à fait possible au niveau souverain, pour reconnecter avec la question de départ, c'est que nous allons avoir des économies émergentes qui vont être confrontées à la fois à un besoin de financement, besoins de financement colossaux, et en même temps des contraintes en matière d'endettement de plus en plus fortes. Donc, à partir du moment où le marché, j'allais dire classique, traditionnel, ne permet pas de répondre à ce besoin-là, j'allais dire la nature humaine fait que la possibilité ou la probabilité justement de passer à travers ces mécanismes qui sont vus avec plus de réticence pour des économies matures parce que, entre guillemets, il y a quelque chose à perdre. En tout cas perçu comme tel. Exactement la même logique par rapport au réseau bancaire en Europe où la préoccupation, c'était la préoccupation légitime par ailleurs de sauver des emplois, pas de fermer les agences, alors que quand vous n'en avez pas, vous pouvez aller directement sur une innovation bancaire comme je le mentionnais dans certains pays africains. Donc la question pour les économies matures, c'est là aussi comment gérer cette phase de transition où il y a une forme de risque de dire que comment va-t-on passer de l'un à l'autre à partir du moment où, encore une fois, cette dynamique, elle va être enclenchée par d'autres et en l'espèce plutôt nos concurrents que sont les grands émergents. Pour conclure, pour ceux qui connaissent Christian Boissieu, c'est quelqu'un qui marque le respect, parce qu'il a toujours œuvré pour la souveraineté, il a toujours œuvré pour l'intellect. C'est lui qui conseille le président Macron quand il lance une guerre économique. Vous voyez le niveau de rang qu'il a dans l'économie française. Qu'il se dévoue à m'accompagner, c'était très honorable pour moi et ça me rend beaucoup plus modeste pour délivrer la promesse que j'ai de monter cette crypto-monnaie qui est déjà opérationnelle, la distribuer, d'investir en France, d'investir dans d'autres pays et d'être leader européen dans la finance digitale.